Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo On va aller très vite parce qu'il y a plusieurs choses à voir en ce lundi 8 février. Revenons rapidement, très rapidement sur la précédente vidéo concernant le scandale, le buzz Usul. Évidemment, tout le monde en a été de sa version, de son soutien. Tatiana Ventose, Greg Tabibian ont donné un communiqué officiel pour répondre justement aux attaques d'Usul. Et on attend toujours l'explication d'Usul. Alors Usul continue à faire des vidéos puisqu'il a fait récemment une vidéo ce lundi, je crois, sur de l'actualité, mais pas un mot véritablement de son intervention plutôt pathétique, on va dire, sur ce live qui s'était déroulé sur Twitch. Il faut savoir que Dany, je me souviens plus de son nom, c'est Dany quelque chose, s'est vu banni de Twitch à cause justement de ce que cette vidéo, tout du moins de ce que ce live avait suscité comme réaction sur Internet, alors qu'il n'est plus ou moins pas responsable des propos d'Usul, même si encore une fois certains disent oui, il y a un moment il aurait dû couper. Moi personnellement je suis pas partisan de couper la parole à quelqu'un qui quand on vient sur un live est plus ou moins torché pour au bout d'un moment délibérer et laver son linge sale en public, ça incite à un moment donné de devoir assumer très clairement la situation. Le fait est, c'est que, évidemment, qu'est-ce que ça reflète et qu'est-ce que ça, je dirais, met encore plus en avant le problème aujourd'hui de tout cet univers YouTube, de youtubeurs, etc. C'est que c'est finalement l'argent. C'est-à-dire que moi, vous me voyez, j'ai cet avantage de ne pas être dépendant de cette activité, du fait que je ne suis absolument pas monétisé et que à la limite, je peux faire 5 vues ou 10 000 vues, ça m'est égal, je veux dire, ça ne me rapporte rien, et ça ne me rapportera jamais rien, parce que je ne veux pas être monétisé, je veux être totalement libre, et ne pas justement rentrer dans ces petites histoires, dans ces petites guerres intestines qu'il y a parfois entre certains youtubeurs, qui essaient de se canceller, pour reprendre ce terme, entre eux, par rapport au fait que, évidemment, le marché, au bout d'un moment, commence à être un petit peu saturé, c'est-à-dire que les fréquentations deviennent de plus en plus difficiles à séduire, à obtenir pour la monétisation qui fonctionne, je crois, par le nombre de vues et surtout par le nombre d'abonnés. Donc évidemment, on a tout intérêt à essayer de striker, pour reprendre encore un terme, le concurrent pour essayer de récupérer ses abonnés, essayer de démolir finalement la concurrence. Finalement, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se rend compte que sur YouTube, on se retrouve finalement avec ces fameuses querelles, ces histoires de cours d'école finalement, parce que quel est l'intérêt de s'envoyer des pics, de s'envoyer des quatre vérités de cette façon, si ce n'est derrière essayer d'en tirer un intérêt. En ce qui concerne Usul, je pense très sincèrement que aujourd'hui, Usul est évidemment quelqu'un qui a eu son succès, et du fait qu'on a du succès, on est aussi la proie à des critiques parfois agressives, violentes, très brutales aussi. Et j'ai envie de dire, malheureusement, quand on se lance aujourd'hui sur YouTube, eh bien, il faut avoir les épaules solides, il faut savoir affronter la critique, il faut savoir à un moment donné aussi prendre de la hauteur par rapport aux choses. Or, ces gens-là, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont un petit peu au modèle de ce qu'on vit aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire avec une certaine hypersensibilité qui fait que dès qu'on les contrarie, dès qu'on les contredit, dès qu'on leur fait prendre conscience que leurs propos, que leurs idées, que leurs arguments ne tiennent pas debout ou sont irréalistes, voire utopiques, voire démagogiques, eh bien ils prennent la mouche et deviennent des fois très agressifs, très vulgaires, jusqu'à s'en prendre, comme l'a fait Usul de façon très inappropriée, au physique des gens, puisque très clairement, sur le live, on entend bien Usul s'attaquer au physique de Tatiana Ventose.
Donc j'ai envie de dire, voilà encore un épisode de plus dans les affres aujourd'hui de ce que sont les réseaux sociaux qui ne sont pas uniquement que des endroits où on peut s'échanger les choses de façon courtoise, cordiale, non, c'est aussi une poubelle. C'est une poubelle là où les gens ne peuvent pas s'empêcher de régler leurs comptes, de faire de la provocation, de faire du troll aussi. Je pense que quand on commence à aborder certains sujets sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on sent bien qu'il y a un trolling énorme de la part de gens qui essayent de complètement dénaturer votre propos, voire détourner le sens de votre propos, voire même essayer de vous contredire, sans même devoir argumenter, en venir tout de suite à des arguments fallacieux, des procès d'intention, ce qui est aujourd'hui très monnaie courante. Encore la semaine dernière, je suis tombé sur un type qui, parce que j'émettais un petit peu plus de hauteur à réfléchir sur une thématique, tout de suite on m'a dit ah ben voilà, c'est bien l'outil des petits fachos, etc. Et j'ai essayé de contredire un petit peu, de jouer la contrariété, et essayer de pousser cette personne à m'argumenter, à m'expliquer la raison de son opinion et de son jugement catégorique. Finalement, comme beaucoup, il est incapable d'expliquer son étiquetage, de justifier, de légitimer sa façon de faire, sans en venir à encore une fois de plus, des clichés, des qu'en dira-t-on. Et ce qui est très amusant d'ailleurs, c'est que des fois, il s'amuse à vous balancer de la merde dans la gueule sans même savoir qui vous êtes, d'où vous êtes et qui vous êtes, où vous vivez, etc. Il y a des fois, il y en a qui se plantent royalement tout seuls. Et pour une petite anecdote assez intéressante qui rejoint un petit peu malheureusement ce qu'on est sur les gens sur qui on est confronté un petit peu aussi sur Internet, mais aussi dans la vie réelle, il y a sur Facebook... J'avais commenté un article sur le déploiement de l'armée américaine aux États-Unis, et évidemment il y en a certains qui ont commencé à pas oui, enfin c'est coutumé chez eux, ils sont déployés un peu partout dans le monde, et tout le tralala. Et j'avais commenté que de toute façon le problème c'est que malheureusement aujourd'hui cette stratégie empirique des États-Unis de déployer des bases militaires un peu partout à travers le monde, le problème c'est que ça a un coût. Et que ce coût commence à poser un sérieux problème budgétaire, parce que si le budget, en effet, militaire américain est le plus important au monde, il n'est pas suffisant pour pouvoir réussir à fournir ce qu'il faut et financer et investir en matière de maintenance, en matière de renouvellement de matériel, etc. Si bien qu'aujourd'hui, vous avez même des Américains qui sont en opération, qui sont confrontés des fois à des problèmes logistiques, c'est-à-dire des fois vous êtes obligé d'utiliser du matériel qui est vétuste, qui n'est pas entretenu ou mal entretenu ou qui est trop vieux. Donc là encore, c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, cette stratégie commence à avoir un petit peu ses limites. Et là-dessus, il y a une personne qui me répond que de toute façon... j'avais rajouté en effet que la France, on avait la chance que finalement les Américains n'avaient pas il n'y avait pas de militaire ou pas d'unité permanente en France. Et là-dessus, il y en a un qui me répond si vous voulez chercher en France, voilà, ils sont à tel endroit, tel endroit, tel endroit, et il me met en lien l'article Wikipédia. Sauf que ce monsieur, il est parti d'une conviction en se contentant de lire le titre de l'article Wikipédia, qui en effet, le titre du Wikipédia, c'est la présence militaire américaine en France. Sauf que le problème, c'est que cet article Wikipédia, en fait, parlait de la présence américaine post-Seconde Guerre mondiale, et toute la période des années 50 jusqu'à 1966, puisque, et donc je me suis amusé à rappeler à ce monsieur, je lui dis, mais le problème, c'est que vous avez l'air d'affirmer qu'il y avait encore des militaires en France dans des bases essentiellement aériennes. Et je lui ai fait je lui ai expliqué qu'il faut savoir que la raison pour laquelle nous n'avons plus de militaires permanents sur le territoire américain, sur le territoire français, pardon, c'est que le général de Gaulle, en 1952, je crois, avait demandé à Eisenhower de partager le commandement de l'OTAN. Et Haig, comme on l'appelait à l'époque, a fait
quand je dis un bras d'honneur, il a fait un bras d'honneur au général de Gaulle. C'est-à-dire que, pourtant à l'époque, le général de Gaulle était quand même représentant de la France, et Eisenhower a eu un comportement très hautain, finalement, vis-à-vis du général de Gaulle. Après, évidemment, on a trouvé l'excuse en disant que, vu l'investissement qu'a fait les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, et vu que militairement, matériellement, logistiquement, c'est quand même l'armée américaine qui a le plus de capacité à gérer et commander une organisation du traité de l'Atlantique Nord, ce qui n'est pas totalement faux, on va dire, mais justement, le problème c'est que si on joue l'équité dans une coalition militaire ou stratégique, etc., la moindre des choses, c'est de savoir aussi partager. C'est pas parce que c'est vous qui apportez 60 ou 70% du matériel ou de l'investissement qu'il faut s'octroyer le commandement total. Je veux dire, il y a un moment donné où quelle que soit la part que l'on apporte dans une corporation, dans une collectivité, le principe aussi, c'est quand même le partage. C'est le partage équitable des pouvoirs. Sauf que ça, les Américains n'ont jamais voulu. Le commandement de l'OTAN est toujours resté entre les mains des Américains, point barre. Et donc, face à ça, le général de Gaulle a dit « Ok, pas de problème », et il décide de sortir du commandement de l'OTAN. La France restait à l'époque évidemment partenaire de l'OTAN, membre de l'OTAN, mais ne participait plus au commandement, et de ce cas-là, elle s'extrayait des impératifs militaires et donc reprenait finalement sa liberté, reprenait sa souveraineté. Et ce qui a aussi engagé, à partir de 1954, l'idée de munir la France d'une stratégie nucléaire. Donc évidemment, Washington a été très rageuse par rapport à ça, elle l'est toujours, elle a toujours été rancunière sur cette décision de la France de se munir d'une dissuasion nucléaire. Et les derniers donc soldats américains, puisque là, le général de Gaulle a dit, puisque nous ne sommes plus dans le commandement, donc j'invite les Américains à quitter le territoire français. Ça a mis beaucoup du temps, et puisque le dernier militaire à quitter la France, c'était en 1966. Donc j'explique tout ça à ce monsieur, pour très gentiment, très courtoisement, lui faire comprendre que la prochaine fois, quand il veut mettre un lien, qu'il mette le lien d'un article qu'il a lu. Parce que là, très clairement, il n'avait lu que le titre. Il n'avait pas lu l'article en entier, qui faisait donc l'historique de la présence américaine sur le territoire français, mais ne disait pas qu'il y avait encore aujourd'hui des militaires américains sur le territoire français. Donc voilà, et ce genre de personnes, alors, en tout bien tout honneur, je ne veux pas être critique, dire que c'est un crétin, ou truc comme ça, mais malheureusement, on a aujourd'hui, tant sur les réseaux sociaux que dans la réalité, des gens qui se contentent de lire simplement des titres, des gros titres, et forgent une conviction sur un gros titre. Or, quand on lit parfois des gros titres et qu'on lit l'article, on se rend compte que parfois l'article n'est pas totalement le reflet du gros titre. Mais vous savez aussi bien que moi que de toute façon aujourd'hui les médias sont parfaitement conscients qu'il y a 70% des gens qui ne lisent jamais les articles, qui se contentent juste de lire le gros titre. Donc le gros titre est finalement fait véhiculer une idée, mais que dans l'article on se rend compte que c'est pas totalement l'idée qui normalement devrait être véhiculée par le titre. Mais c'est tellement plus simple, parce qu'on sait que la majorité des gens ne liront jamais l'article. C'est exactement le même problème que les gens qui ne lisent pas les contrats, qui signent, mais puis le jour où ils se retrouvent en face d'une prestation qui n'est pas à la hauteur, etc., ils disent « Ouais, mais attendez, moi j'ai signé, je suis client. » Et votre prestataire dit « Ben oui, vous êtes client, vous avez signé. Vous avez signé un contrat avec des clauses. » Alors là, nous sommes parfaitement dans les clauses. « Oui, mais c'est pas normal, c'est de l'arnaque. » Ben oui, mais malheureusement, quand vous avez des pouvoirs publics qui malheureusement laissent ou concèdent pour des raisons économiques, pour des raisons de marché, des passe-droits, ou parfois au niveau de la réglementation un petit peu des passoires sur ce que peuvent faire des prestataires, des commerçants, ou des producteurs, des distributeurs de produits manufacturés, etc. Oui, il y a un moment donné où il faut être vigilant.
faut être prudent, il ne faut pas prendre comme argent comptant ce qu'on croit être un droit, alors qu'en fait, c'en est pas. Hein. Il y a beaucoup de choses, hein, de toute façon, comme ça, qui sont aujourd'hui tellement ancrées dans les mœurs, c'est ce qu'on appelle des phénomènes de mœurs, sauf que avec les années, il y a certains phénomènes de mœurs, les gens croient que c'est de l'acquis, hein, alors qu'en réalité, non. Hein, je prends toujours cet exemple, peut-être que ça a changé depuis, mais je ne pense pas. Mais à l'époque, avant l'avènement des téléphones portables, vous aviez des salariés dans certaines entreprises qui utilisaient leur téléphone pour téléphoner, alors à juste titre, à leurs enfants, pour savoir s'ils sont bien rentrés de l'école, ou à leur mari, etc. Alors qu'en réalité, c'était interdit. C'est un usage privé d'un outil professionnel. Donc c'est du vol. Hein, vous volez du temps de communication facturé à l'entreprise. Hein, alors vous allez me dire, ouais, mais enfin c'est ridicule. C'est pas ridicule, c'est une réalité. Mais parce que dans les entreprises, on a assoupli ce principe, et que dans certaines entreprises, on a laissé un petit peu les gens le faire, même si certaines entreprises en disent, oui, si tu veux appeler, etc., n'hésite pas, mais demande-nous avant, tu vois, il n'y a pas de, je veux dire, il y a un juste compromis. Sauf que ce juste compromis, il y a un moment donné où il y a des gens qui en ont abusé. Comme toujours, de toute façon. Voire même aujourd'hui, il y en a qui en considèrent que c'est un droit, alors que ce n'est pas un droit. C'est un phénomène de mœurs que des gens ont pris pour un droit, mais qui en réalité n'est pas un droit. Donc le jour où vous avez celui que vous avez volé intentionnellement, celui que vous avez agressé intentionnellement, celui que vous avez violé au sens propre comme au sens figuré, il y a un moment donné où est la limite. La limite, elle est dans la loi. Sauf que vous êtes ignorant de la loi et vous êtes autorisé d'enfreindre la loi. Après, vous pouvez jouer la carte de « je ne savais pas ». Mais le problème du principe de « je ne savais pas », ça ne fonctionne pas aux yeux de la justice. Vous êtes censé savoir. Ça, on n'en a rien à foutre. Je dirais, ce qu'on repose d'ailleurs là-dessus, sur le fait de la citoyenneté. C'est l'un citoyen doit être responsable. Et s'il ignore ce qu'il a le droit de faire ou pas le faire, il a les outils aujourd'hui à sa disposition pour savoir s'il a le droit de le faire ou pas le faire. Après, si les gens, ça les emmerde ou ça les fait chier de se renseigner et préfèrent s'octroyer ce droit qui n'en est pas un, le jour où ils se font crever, le jour où ils se font choper, le jour où ils tombent, il y en a certains, il y en a même des fois certains qui ne comprennent pas ce qui leur arrive. Enfin bon, tout ça pour revenir au fait que ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se contentent de lire les gros titres et qui forgent leurs convictions là-dessus. Et on le voit bien généralement dans les débats, c'est quand on commence à approfondir les choses, dans les détails, on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument, et alors soit les gens à un moment concèdent le fait, ah oui, en effet, vous avez raison, autant pour moi, alors voilà, c'est un honneur de vertu, et de capacité de l'individu quand même de savoir reconnaître qu'il a eu tort, et ça enrichit justement, et ça me forge presque le respect à l'encontre de ces personnes, de savoir admettre qu'elles ont commis une erreur, qu'elles se sont trompées, mais c'est rare. C'est très rare, malheureusement. Donc voilà, c'est juste pour dire que finalement, Usul n'a pas l'air d'être très conscient qu'il y a un moment donné, il faut quand même donner une contrepartie et expliquer la situation. Donc pour l'instant, par rapport à cette affaire, on n'a absolument aucune explication. Et d'autres continuent un petit peu à refaire des vidéos pour analyser un petit peu les choses. Mais encore une fois de plus, je vous le dis, ce sont des histoires de cours d'école finalement, entre youtubeurs, mais qui reflètent bien la problématique et la complexité aujourd'hui de cet univers à partir du moment où vous faites des vidéos sur des thématiques qui touchent de près ou de loin, directement ou indirectement, des sujets, on va dire, politiques, des sujets sociologiques, des sujets idéologiques, voire même religieux. Alors là on touche le summum, je pense.
Et donc dans ce cas-là, on joue dans cette cour où forcément il faut tout de suite bien comprendre et assimiler le fait que vous allez prendre des coups. En ce qui me concerne, pour l'instant, les coups, je ne les prends pas parce que vu que je suis quasiment pas visible et que je n'ai pas la prétention d'être à 10 000 ou 20 000 vues par vidéo, j'en suis très très loin, pour l'instant, je suis couvert de ces petites guerres intestines et ce qui vous permet de profiter de ces vidéos dans la sérénité et le calme le plus absolu. Autre sujet, il s'est trouvé que vendredi dernier, on a appris que François Asselineau, le président de l'UPR, comme vous le savez depuis 2018, je crois, eh bien, est sujet à une affaire de harcèlement sexuel, enfin, j'avais fait une vidéo d'ailleurs sur cette affaire, et qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue, puisque je crois que j'ai plus de 4000 vues sur cette vidéo. C'est une vidéo qui a très très bien marché, alors qu'elle n'a rien de plus exceptionnel que d'autres vidéos. Peut-être que c'est le fait que ça abordait quand même un sujet qui intéressait pas mal de personnes, et puis dans les commentaires ça s'est quand même bien aussi débattu. Sauf que l'affaire revient évidemment sur le devant de la scène, pas trop quand même, parce que on sent bien que les médias en parlent sans vraiment en parler, parce qu'ils se rendent compte que ça se trouve c'est une planche pourrie, et donc François Asselineau est donc mis en examen, finalement, il a été interpellé, il a été mis je crois en garde à vue. Pour l'instant on n'a pas de réaction officielle de l'UPR, donc on ne sait pas trop de quoi il en retourne. Le fait est, c'est que je résume pour la petite histoire, certaines personnes du parti ou qui ont quitté le parti, etc., ont accusé François Asselineau de harcèlement, d'attouchement, mais sauf que le problème c'est que c'était pas cohérent. On avait plus l'impression d'une opération type coup d'État au sein du parti pour essayer de dégager François Asselineau et permettre à certaines personnalités de reprendre le parti. Sauf que François Asselineau ne s'est pas laissé faire, il s'est battu. Il avait, je crois, remis sa fonction de président au vote des militants et il a été réélu. Donc ça prouve au moins qu'il a la confiance d'une majorité de ses militants, même si le nombre de militants, en effet, est assez faible. Je crois qu'il n'a à peine, je crois qu'il n'a pas, je ne sais plus combien d'adhérents il a à l'UPR, mais je crois qu'il en a nettement moins de 150 000 ou 200 000 ou quelque chose comme ça, donc c'est pas grand-chose, si vous voulez. Ceci dit, je rappelle, les Républicains, vous regardez les membres, le nombre de membres au sein du Parti Républicain, c'est pas mieux. Je crois qu'il n'y a même pas 1 million de membres dans les partis politiques aujourd'hui présents dans le paysage politique français. Je crois que le grand maximum, c'est peut-être 400 000 ou 600 000 adhérents dans les partis, donc sur une population de 68 millions d'habitants. Vous rendez-vous bien compte que finalement ces partis politiques ne jouent la carte que d'être les seuls partis politiques présents dans le paysage pour se faire valoir comme étant les partis politiques incontournables, alors qu'en réalité ils ne représentent même pas 1 million de la population en tant qu'adhérents. Donc François Asselineau, pour l'instant, pas de réaction. Il a l'intention, alors d'après ce que j'ai pu lire récemment, les avocats ont bien affirmer que François Asselineau maintient sa position qu'il s'agit en fait d'un coup monté. Donc la justice va faire va suivre son cours. Mais quand je dis que les médias en ont parlé, mais de façon assez frileuse, c'est parce que justement, je pense que tout le monde est conscient que, ça se trouve, le dossier est vide. C'est-à-dire que le dossier ne repose en fait que sur des témoignages. Or, des témoignages, en effet, qui sont basés sur, je dirais, le bénéfice du doute, qui forcément viendra à un moment donné dans le processus judiciaire, savoir est-ce que ces personnes ont réellement été victimes ou est-ce qu'au contraire elles ont été victimes plutôt d'une machination qui consistait à faire tomber François Asselineau. François Asselineau lui reste droit dans ses bottes, ce qui déjà est un signe. Alors peut-être pas forcément, mais en règle générale, quand on est un homme politique à la tête d'un parti, etc., allez savoir, moi j'ai toujours dit que ça me paraît
bizarre qu'un mec comme François Asselineau puisse avoir une face cachée de cette forme-là. Ça peut, hein. Je veux dire, je ne suis pas catégorique là-dessus. Je veux dire, on ne connaît jamais véritablement les gens. Ça se trouve peut-être qu'en effet, peut-être que c'est un adepte de quelques petits vices cachés, mais qui évidemment, s'ils étaient exposés sur la place publique, décrédibiliseraient complètement le personnage. Ce que je doute fortement, mais encore une fois, hein, je ne connais pas François Asselineau personnellement, donc moi personnellement, tant que je ne connais pas les personnes personnellement, je ne me prononce pas ou ne juge pas, je dis simplement c'est possible, mais ça me paraît peu probable, c'est de savoir être mesuré et raison gardée sur ce genre de sujet. Mais encore, remettons quand même les choses un petit peu dans leur contexte, même si François Asselineau tient des arguments, tient une certaine compétence et une certaine connaissance dans beaucoup de domaines qui le crédibilisent dans ses arguments et dans ses opinions politiques, malheureusement l'UPR a une très faible visibilité. Il a eu une tentative sur les élections présidentielles en 2017 qui a été une très bonne progression au sein même du parti sur la visibilité, mais aujourd'hui, force est de constater que François Asselineau est retombé complètement dans l'inconnu. Peut-être en effet qu'il y a aussi un problème avec le personnage. Je veux dire, il est vrai qu'il est assez protocolaire, il est assez rigide, il manque un petit peu de chaleur parfois, à essayer de s'ouvrir un petit peu plus, je dirais, à la compréhension et la vulgarisation de ses propos, même si il fait d'énormes efforts pour ne pas être trop technique dans ses démonstrations. Mais le fait est, c'est que si vous avez vu des vidéos de ces forums, de ces conférences, etc., force est de constater quand même que le type en a sous le capot, pour reprendre cette expression, même si, encore une fois de plus, le petit problème de Asselineau, c'est que c'est quand même un énarque. Bon, alors, on va pas faire de l'amalgame en disant que tout ce qui sort de l'ENA est forcément mauvais. Force est de constater quand même que c'est quand même une personne qui a quand même vécu pendant pas mal d'années dans le système, donc il en tire une expérience, il en tire des compétences, on va dire, mais surtout ce qu'on peut retenir, c'est qu'il a aussi, de par ses expériences, je dirais une vision réaliste de cet univers, de cette sphère du pouvoir. Donc, à partir de là, je pense que c'est une personne qui est à même, à un moment donné, de jouer un rôle important, je dirais, dans l'avenir de la France. Alors, peut-être pas président de la République, ça, là-dessus, je pense qu'on est d'accord qu'il n'arrivera jamais à ce niveau, à moins d'un miracle. Je dis bien à moins d'un miracle, mais encore une fois, soyons quand même assez réalistes. Donc, ce qui justifie justement le fait de se poser la question s'il n'était pas aussi visible, s'il n'avait pas autant d'important dans le paysage politique, et de fait peut-être le laisser continuer à faire son petit parti, son petit chemin, etc. Quel était l'intérêt d'essayer de faire un putsch à l'intérieur du parti, si ce n'est peut-être pour une bonne raison? Sauf que cette bonne raison, c'est pas le harcèlement sexuel. Je pense que ça n'a rien à voir. C'est un prétexte. Faux ou vrai prétexte, ça la justice en décidera. Mais est-ce que peut-être quelque part, Asselineau représente peut-être, en réalité, peut-être une prise de conscience, c'est-à-dire n'a pas peut-être pour l'instant, enfin à mon avis, n'a pas un réel potentiel de grandir au même niveau que sont aujourd'hui les insoumis, les républicains, etc. Mais a un argumentaire, a une sorte de méthodologie, on va dire, qui n'est pas inintéressante et qui peut inquiéter ceux qui veulent garder le peuple dans l'ignorance, par exemple. Là, en effet, Asselineau est un problème, puisqu'il vulgarise des univers, il vulgarise l'Europe, la France, la République, l'État, les administrations, la géopolitique, même s'il le reconnaît lui-même, n'est pas totalement expert en la matière, mais
il a quand même une vision politique qui est certainement beaucoup plus intéressante que celle qu'on entend souvent de la part de politiques de salon. Et même si lui aussi, parfois, fait des approximations, lui aussi fait parfois l'impasse sur certains détails. Je me réfère à cette histoire qu'il a eue sur son approximation de considérer... enfin, on lui a reproché dans son forum où il explique l'origine de l'Union européenne d'avoir mis l'étiquette de nazi sur un intervenant dont je ne me souviens plus le nom, mais j'avais fait une vidéo, la vidéo que j'ai faite sur l'Union européenne, je parle justement de ce personnage, et je parle du fait que on suspecte que cette personne a été plus ou moins partisante ou a partagé les idées du nazisme, mais le problème c'est qu'on n'en a aucune preuve. Et ce n'est pas parce qu'il a porté l'uniforme nazi, qu'il a travaillé pour les nazis, que forcément, comme beaucoup de militaires de l'époque, des militaires de la Wehrmacht, etc., c'était des militaires. C'est pas parce qu'ils sont militaires qu'ils partageaient forcément les idées nazies. Alors certains tout de suite sortent en criant « oui, mais alors quand on ne partage pas les idées, surtout les idées nazies, on déserte, on quitte le pays, on rentre dans la résistance, etc. » Ben, il y en a, ils l'ont fait. C'est con, on n'en parle pas, mais il y en a, ils l'ont fait. Comme il y en a d'autres, et là ça rejoint aussi ce que je disais dans une autre vidéo, c'est que malheureusement, la théorie et la pratique, il y a toujours une grande différence. C'est-à-dire que même souvent, j'ai envie de dire, les gens qui aujourd'hui hurlent en disant « oui, vous avez été complice, vous auriez dû quitter, vous auriez dû déserter, etc. » Si vous les remettez dans le contexte de l'époque, ça se trouve parmi eux, il y en a beaucoup qui finalement vont être des complaisants. C'est-à-dire vont protéger leurs petits intérêts, vont protéger les intérêts de leur famille, leurs intérêts au niveau de leur boulot, de leur salaire, de leurs frais, pour payer leur crédit, etc. Et finalement seront les pleutres à l'inverse de ce qu'ils reprochent aux autres de ne pas avoir été. Hein, ça aussi, mais ça, encore une fois, c'est un long débat qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Donc à partir de là, si vous voulez... alors là pour l'instant c'est juste un processus judiciaire, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que les médias ne s'attardent pas trop dessus, parce que c'est une suite logique. À partir du moment où il y a une plainte, bah, la plainte, si elle est retenue, le processus judiciaire fait son ouvrage, donc on interpelle la personne. Pour la procédure, parfois, on met la personne en garde à vue, alors 24 heures, 72 heures, etc. Je veux dire, malheureusement, c'est la procédure, ça peut choquer, mais c'est la procédure. Et au contraire, je dirais que ça renforce l'idée d'égalité, finalement, en France. C'est que c'est pas parce que c'est François Asselineau que François Asselineau devra échapper à une garde à vue de 24 heures pour une notification de mise en examen. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'obligation de faire une garde à vue, etc. Mais bon, alors, si vous êtes juriste, si vous y connaissez très bien dans la question, expliquez-nous. Expliquez-nous si, dans le cadre d'une notification de mise en examen, suivant le degré de mise en examen, y a-t-il obligation de mettre la personne en garde à vue ou non, etc. Donc là, comme ça touche quand même des plaintes d'ordre sexuel, je pense qu'à mon avis, peut-être en effet qu'un juge de notification peut en effet mettre la personne par principe, on va dire, sur de la garde à vue minimum, 12 heures, 24 heures, je ne sais plus. Mais voilà, si vous y connaissez, si vous êtes expert en la matière, expliquez-nous, donnez-nous justement le détail de cela, ça nous intéresse pour enrichir un petit peu nos connaissances sur la question. Mais bon, voilà, pour l'instant, advienne que pourra, on verra un petit peu l'évolution des choses concernant cette affaire d'Asselineau, et on verra ce que la justice décidera, est-ce que c'est vrai ou non, est-ce qu'il y a suffisamment d'éléments tangibles pour considérer que M. Asselineau, eh bien, finalement, nous a bien roulé dans la farine, ou si au contraire, en effet, il s'agit bien d'une opération de déstabilisation et de putsch interne au parti de l'UPR.
Et enfin, pour terminer, je vais revenir un petit peu sur la situation géopolitique. On n'en attendait pas moins de l'arrivée de Biden à la Maison-Blanche, tout du moins des progressistes, et du retour des jeux de marionnettes de Washington pour permettre à l'État profond de refaire un petit peu et de relancer un petit peu la machine après 4 ans de conflit avec Donald Trump. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate par exemple que M. Biden a appelé Belgrade pour plus ou moins inciter Belgrade à reconnaître le Kosovo comme État indépendant, ce qui est assez amusant, puisque finalement, qu'est-ce que fait Biden si ce n'est ce qu'il reproche à la Russie de faire contre un certain nombre de pays, et plus particulièrement contre Washington, contre les États-Unis, c'est-à-dire faire de l'influence. Je rappelle quand même que aucun pays n'a appelé Washington en disant « dites, maintenant que la Crimée a été reconnue par la Russie, reconnaissez que la Crimée appartient désormais à la Russie ». Je rappelle que la communauté internationale ne reconnaît toujours pas la Crimée comme faisant partie de la Russie. Le mot d'ordre, l'idée dogmatique est de considérer que la Crimée a été volée par la Russie à l'Ukraine. Donc il n'y a pas de choix souverain de la part des Criméens, on les appelle comme ça, de choisir finalement leur avenir et leur destin. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de la Crimée, allez voir vous-même sur des vidéos, sur Wikipédia, pour vous rendre compte un peu du schmilblick qu'est aujourd'hui l'Ukraine. Encore une fois de plus, dans ce problème de brassage des populations pendant ces 2 derniers siècles. Mais le fait est, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de voir les États-Unis reprendre un petit peu la main sur un certain nombre de sujets, qui reconfirment qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de faire ce qu'elles reprochaient à la Russie pour justifier que Donald Trump, finalement, a été élu, mais mal élu. Que voulez-vous qu'on fasse par rapport à ça, si ce n'est se prémunir et se dire que ça ne va pas forcément améliorer les choses. Et la preuve en est, c'est que la Russie, M. Poutine, réaffirmé sa volonté de ne pas céder, et au contraire de raffermir et de réaffirmer sa politique d'indépendance et de souveraineté. L'affaire Navalny, de toute façon, est en train de tourner en eau de boudin, puisque, encore une fois de plus, personne n'est dupe, je dirais, sur les intentions et cette volonté médiatique occidentale à faire passer Navalny pour l'opposant à Vladimir Poutine. Je crois récemment d'ailleurs que certains de ses collaborateurs ont été mis en examen par rapport à des fraudes, par rapport à l'association qu'avait montée Navalny contre la corruption, et plus particulièrement visant évidemment le régime de Poutine. Je rappelle aussi que Navalny aujourd'hui est en tôle parce que pour un défaut de suivi judiciaire sur une condamnation qu'il avait subie sur une affaire de corruption ou de fraude à l'encontre de Yves Rocher. Et ce qui est très amusant, c'est que Yves Rocher, à l'époque, Navalny n'était pas le Navalny qu'on connaît aujourd'hui, sauf que avec le temps, Navalny donc a pris de l'importance, a été, on va le dire tout net, a été pris sous l'aile de la CIA. Donc à un moment donné, je pense que Yves Rocher, alors soit d'eux-mêmes ou soit ont été un petit peu poussés du coude pour prendre conscience de la chose, se sont rendus compte qui était Navalny, c'est-à-dire un projet. Et donc ils ont décidé d'amoindrir les plaintes, voire même de suspendre ou d'annuler leurs plaintes contre Navalny, sauf que la justice russe, elle est devant des faits de fraude, des faits avérés, donc elle ne peut pas fermer les yeux sous prétexte que le plaignant a retiré sa plainte. Donc à partir de là, la justice a fait son œuvre, on va dire. Alors certains, oui, j'entends de loin, oui, mais la justice russe, elle est corrompue, elle joue le rôle, elle joue le jeu de Poutine, ils veulent mettre Navalny au trou à vie, etc. J'ai envie de dire,
Oui et non, c'est-à-dire que nous sommes en face d'une guerre idéologique. Donc à partir du moment où vous avez d'un côté un président qui dérange les mondialistes et de l'autre un individu sur lequel on a misé, sur lequel on a investi, mais malheureusement, je ne sais pas, faute de compétences, de connaissances, etc., ils n'ont pas visé sur le bon cheval. Navalny, c'est quand même un sacré loustic qui est un peu à voile et à vapeur, qui change de chemise comme de manteau, ou qui est une vraie girouette politique, ce type. Je veux dire, quand vous revoyez un petit peu son historique, je veux dire, si moi j'ai besoin d'investir sur un type pour jouer le dissident, pour jouer l'opposant contre un régime, c'est pas Navalny que je vais investir, c'est un autre. C'est au moins, je sais pas, un intellectuel, quelqu'un qui a au moins quelque chose de solide. Sauf que le problème, c'est que trouver des intellectuels en Russie qui puissent être des opposants, soit il y en a, ils veulent pas trop s'exposer, soit il y en a qui, à un moment donné, disent « Mais attendez, me prenez pas pour un con. J'ai pas envie d'être un opposant à Poutine, même si je ne partage pas la politique de Poutine, pour servir les intérêts de Washington et des Européens, pour vendre la Russie à terme à des gens qui vont décortiquer, qui vont dépecer le pays, comme ils avaient déjà commencé à le faire dans les années 90. Il y a un moment donné, il faut être lucide, parce que c'est ça aussi le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait en sorte d'occulter ce qui s'est passé dans les années 90 en Russie. Hein, parce que justement, pourquoi Poutine a réussi à prendre le pouvoir, c'est à cause de ce qu'on était en train de foutre le bordel dans ce pays. Hein, c'est-à-dire tout le monde était en train de jouer avec les oligarques russes pour essayer de s'accaparer des ressources, des marchés, etc. Comme ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'Allemagne de l'Est. L'ex-Allemagne de l'Est, c'est ce qui s'est passé. Hein, je veux dire, pourquoi l'AfD aujourd'hui est un parti qui est en train de monter en Allemagne? Quand vous regardez les résultats de l'AfD, c'est essentiellement des résultats très prometteurs et très positifs dans des territoires qui faisaient partie de l'ex-Allemagne de l'Est. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'Allemagne de l'Est a été dépouillée, c'est-à-dire tous les oligarques, tous les industriels, les capitalistes ultralibéraux se sont jetés sur toutes les ressources, les industries, les marchés de l'Allemagne de l'Est, ils se sont tous séparés, et puis qui s'est retrouvé comme deux ronds de flanc en short, c'est le peuple est-allemand. Alors il y a une partie qui a réussi à aller vers l'ouest et à s'en sortir, mais aller dans certaines villes, des anciennes villes industrielles, avec quand même des tissus économiques qui aujourd'hui ont complètement disparu, aller les voir et aller leur poser les questions s'ils sont contents de la réunification. Vous allez avoir une mauvaise surprise. Et d'ailleurs, c'est pas des reportages que vous verrez sur Arte d'ailleurs. Alors il y en a eu une fois, je crois. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui à le retrouver, j'ai pas réussi à le retrouver. C'était un reportage qui était, je sais plus si c'était Arte ou un autre, mais c'était très intéressant parce que ça parlait justement de la conséquence de la réunification par rapport à l'Allemagne de l'Est, et ce qui s'est passé, c'est-à-dire le dépouillage complet, c'est-à-dire les privatisations d'un grand nombre d'outils économiques, locaux, etc., et que les gens se sont retrouvés avec plus rien. En plus, vous imaginez quand même qu'il y a quand même pas mal de générations, 2-3 générations qui ont connu que le régime soviétique, ou tout du moins les régimes de l'Allemagne de l'Est. Du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec un pays complètement ultralibéral, où c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Donc ça fait quand même un choc culturel, économique non négligeable. Donc, tout ça pour revenir au fait que malheureusement, aujourd'hui, l'arrivée de Biden à Washington, c'est le retour de la guerre mondialiste contre les souverainistes. Et ça va s'accentuer, même en Europe, je pense, puisque là récemment, on a appris que Paris a appelé Berlin pour dire oui, on vous signale que le Stream 2, le gazoduc avec la Russie, faut arrêter, c'est pas normal, c'est pas juste, etc. Bon, soyons pas dupes, que c'est bien Washington qui a demandé à Paris d'appeler Berlin. Hein
Et puis on sent bien qu'il y a un retour véritable pour essayer de transformer avec le petit Macron, d'essayer de transvaser des outils de souveraineté française dans le giron européen. Je veux dire, regardez les derniers discours que Macron a fait, même l'intervention qu'a fait Macron là au forum de Davos, mais on avait l'impression que le mec, en fait, il était le président de l'Union européenne, mais pas de la France. C'est-à-dire que son discours était essentiellement l'Europe. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Renforcer l'Europe. Suprématie de l'Europe. Souveraineté de l'Europe. Puissance de l'Europe. Interventionnisme européen, etc. Mais alors, le mec, on s'est dit, mais il est quoi, en fait, Macron? Il n'est pas président de la France, là. Enfin, ça pose quand même un sérieux problème. Alors évidemment, cette intervention, très peu de médias l'ont relayée. C'était une intervention avec Schwab lors du forum de Davos qui avait eu lieu fin janvier, ou début février. Puis là, bon, de toute façon, vu ce qui se passe en France, je pense que là, je vais être très honnête avec vous, j'ai l'impression qu'encore beaucoup de Français n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris la situation, la gravité de la situation qui est en train de se mettre en place, parce que on est au bout du bout. C'est-à-dire que là, on est véritablement sur une crise systémique, la pandémie, l'économie, etc. Donc, le grand reset, alors on n'en parle pas trop, ou alors on fait mine de oui, enfin apparemment ça n'a pas l'air de bien fonctionner, etc. Ben oui, mais c'est tellement facile de faire croire qu'un truc ne fonctionne pas, pour comme ça, personne, on n'attire pas les regards. Si on vous dit, oui, enfin bon, cette méthodologie-là, cette voiture-là, ce truc-là, ça marche pas très bien, c'est pas très au point, etc. Donc au bout d'un moment, vous en désintéressez. Donc c'est, je dirais, la bonne stratégie pour pousser les gens à se désintéresser du grand reset, pour que derrière, eh bien, ils puissent continuer à progresser et à commencer à avancer leurs pions. Parce qu'ils sont en train de les avancer, les pions, je pense que quand il va y avoir le Davos au mois de juin, et il y aura le Bilderberg aussi, au début juin. Attention, les deux, le même mois. Donc attendez-vous à ce que début juin, il y ait une mise au point de stratégie au Bilderberg, qu'on verra émerger, je crois fin juin, à la réunion de Davos de Singapour. Et là, on va vous mettre le plateau sur la table, en ayant bien détruit des pans économiques, en ayant bien détruit des pans sociaux, etc. Et regardez bien d'ailleurs, qu'est-ce qui commence vraiment à revenir un petit peu sur le devant de l'actualité, c'est le revenu universel. Là, vous allez en entendre parler, mais de façon grandissante. Ça me rappelle d'ailleurs une interrogation d'un d'entre vous sur la Suède. Pourquoi la Suède est le seul pays où finalement la pandémie a été gérée peut-être de façon un petit peu plus souple, avec des résultats beaucoup moindres. Alors j'ai pas de réponse à la question. Peut-être est-ce que c'est le comportement des Suédois qui est plus discipliné? Est-ce que c'est le fait parce qu'ils sont que 9 millions, donc c'est plus gérable? Est-ce que le fait que les 2 tiers de la population suédoise est concentrée dans les grandes villes? Je n'ai pas de réponse à cette question. En revanche, ce qui est intéressant peut-être à noter, c'est que la Suède est le pays dans lequel le processus de retrait de l'argent liquide est en bonne voie, et que la Suède est le pays dans lequel le processus des puçages, vous savez, les puçages, c'est-à-dire qu'on vous met des puces dans la main, etc., c'est en bonne voie aussi. Est-ce qu'il y a un lien? Ça, je vous laisse développer la chose en commentaire si vous voyez qu'il y a peut-être un lien ou pas. Est-ce que la Suède, finalement, est un terrain expérimental, est un laboratoire européen? Allez savoir, je ne sais pas. Donc néanmoins, le fait est, c'est que l'arrivée de Biden à Washington, on n'est pas surpris. On ne sera certainement pas surpris de ce qui va se passer dans les semaines à venir, dans les mois à venir. Je rappelle que l'affaire quand même de son fils, on attend toujours que le département de la justice fasse le processus. Apparemment, pour l'instant, on a l'impression que le dossier a dû être enfermé à double tour dans un tiroir.
Alors, est-ce que ça va être l'outil qu'on se garde sous le coude, qu'on va attendre un petit peu, genre 6 mois, 1 an avant de le ressortir pour pousser Biden dehors et mettre Kamala Harris à la Maison-Blanche? C'est possible. C'est tout à fait possible. Le fait est, c'est qu'il y a aussi de plus en plus de projecteurs qui se fixent aussi sur la pédophilie, hein, sur les milieux pédophiles, où là vous avez quand même certaines têtes qui commencent à tomber. De là, est-ce que ça va aller jusqu'au bout? Pas certain. Je pense que là, c'est vraiment quelque chose de maîtrisé. C'est-à-dire qu'on fait juste tomber quelques têtes histoire de donner du grain à moudre à l'opinion, mais on ne fera pas tomber les plus gros. Hein. Quoi dire de plus, si ce n'est que les choses commencent un petit peu à se remettre un petit peu en place aux États-Unis, si ce n'est évidemment qu'on est dans un processus de dénigrement. C'est-à-dire qu'il y a des moments, il y a certains articles et même certaines parfois, je dirais, affirmations d'Américains qui, de façon très regrettable, me fait penser finalement à la considération qu'avaient les Allemands vis-à-vis des Juifs dans les années 30. C'est-à-dire qu'on est en train de voir ce processus-là se dérouler aux États-Unis contre ceux qui ont voté Trump, ceux qui s'autoproclament trumpistes, ceux qui ont même eu peut-être l'intention de dire que Trump n'a pas été aussi mauvais qu'ils le prétendent, au-delà du personnage, au-delà de sa communication désastreuse, au-delà de la gestion du Covid qu'il a eu. L'un d'entre vous m'a proposé de faire un bilan de Trump. Alors j'ai commencé un petit peu à regarder, mais c'est compliqué parce que entre eux, si vous voulez, le problème, il y a la décision et l'application. C'est-à-dire que s'il y a une bonne décision, le problème, c'est que derrière, les administrations ont fâcheuse tendance parfois à s'aborder la décision. Et pareil en France. Hein, vous avez parfois des décisions plus ou moins intéressantes et bonnes qui ont été faites, sauf que derrière, on fait de la com sur l'information de façon basique, sauf que quand on regarde l'information de façon un petit peu plus développée, on se rend compte que si le président a dit on va offrir 500 € de primes, de bonus à tous les Français, on va se rendre compte qu'à la fin, tout le processus administratif, du texte de loi, du décret, jusqu'à le processus administratif, etc., on se rend compte qu'en réalité, tous les Français ne vont pas toucher 500 balles. Je dirais même que des Français qui pourraient toucher 500 balles parce qu'ils en ont besoin ne le toucheront pas. Pourquoi? Parce que, voilà, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, il y a eu ceci, il y a eu cela, ils ne rentrent pas dans les cases, ou alors on a mis des normes, on a mis des règles, on a mis des niveaux, qui fait que y a des gens qui vont se retrouver juste en dessous et donc ils ne vont pas pouvoir bénéficier des 500 €. Donc voilà, malheureusement, c'est toujours un peu comme ça entre l'effet d'annonce politique et la réalité réelle. Et je terminerai sur cette petite anecdote. Alors j'ai essayé de retrouver une information, mais comme c'est assez ancien, c'est quasiment introuvable sur Internet. Mais je me souviens que à l'époque de Mitterrand, c'était Édith Cresson qui était Premier ministre. Car oui, je rappelle quand même que la France a eu son Premier ministre féminin. Premier ministre, hein? Rectifiez-moi si je me trompe, mais je pense qu'elle a été Premier ministre, Édith Cresson. Ou était ministre de je ne sais plus quoi. Enfin bref, peu importe. Et elle avait elle avait proposé un texte de loi, et comme vous savez, des fois des textes de loi, il faut derrière que ça soit goupillé, c'est-à-dire qu'il y ait un budget pour la mise en place de la loi. Or, elle a réussi à faire passer une loi qui évidemment jouait bien dans la case socialiste, idéologique, sauf qu'on s'est rendu compte plusieurs années après qu'en réalité, il n'y avait jamais eu de budget. Et vous avez malheureusement beaucoup de lois comme ça. C'est-à-dire qu'on pond des lois pour l'idéologie, mais au final, dans l'application de la loi, qui nécessite parfois des budgets, eh bien on se rend compte que les budgets soit sont pas complets, ou pas décisifs, ou insuffisants. C'est-à-dire que l'analyse, en fait, est complètement pourrie. C'est-à-dire qu'on a pressé, on a accéléré un processus au mépris d'analyses, d'études sérieuses à faire pour savoir la viabilité de tel ou tel choix, de telle ou telle orientation, etc. Parce qu'il faut absolument que la loi passe, parce que idéologiquement, eh bien, il faut faire plaisir aux Français. Il faut faire plaisir à des communautés. Il faut faire plaisir à des associations. Il faut séduire, caresser dans le sens du poil l'opinion. Mais avec une loi qui en réalité sera jamais applicable, parce que faute de moyens, faute de structure,
faute d'un dossier complet, sérieux, établi, analysé, structuré de façon sérieuse par rapport à la réalité. Et ce qui fait que peut-être vous avez été confronté à ce problème de texte ou de loi ou de décision politique qui en fait avait la seule vertu d'essayer de calmer le jeu ou de caresser dans le sens du poil l'opinion, mais qui en réalité n'a servi à rien. Et c'est pareil aux États-Unis. Je rappelle que lorsque Donald Trump a signé un ordre exécutif pour proposer de délivrer pour une période de 6 mois, ou de 3 mois, 6 mois, une prime supplémentaire à tous les Américains qui sont au chômage, mais qui sont au chômage bloqués à cause du Covid, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retrouver d'autres boulot parce que leurs activités sont à l'arrêt, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas dire tiens je vais changer de boîte, je vais trouver un autre boulot dans telle boîte, etc. parce que de toute façon toutes les boîtes sont fermées à cause de la Covid. Donc c'est un décret fédéral, donc les États reçoivent le décret, l'appliquent ou pas. Et bien le Michigan par exemple, parce que le Michigan, entre les mains des démocrates, ont refusé d'appliquer le texte. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié un bonus, une prime aux personnes, aux Américains au chômage qui sont dans la merde, parce que c'est un décret signé par Donald Trump. Arrivé à ce niveau de connerie, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'un pays avec autant de cons? C'est pas possible. C'est pour ça que quand on dit, en général, de toute façon, ce pays ne fera pas 100 ans d'histoire de plus. C'est un pays qui va se disloquer, tôt ou tard. Parce que là, il y a trop de conflits d'intérêts entre certains États, et qu'il y a des États qui ne vont pas avoir envie de continuer à payer la facture pour les États endettés. Je veux dire, la Californie, c'est génial, c'est progressiste, soleil, farnienne, etc. Sauf que là, aujourd'hui, je vais vous dire, si on me dit, bah tiens, est-ce que tu veux aller habiter en Californie? Je dis, ah non. Ah non, pas la Californie. Parce que vu la taxation qu'il y a, vu le coût de la vie qu'il y a, et vu la pollution qu'il y a dans certains endroits, parce que ouais, c'est génial, les plages Malibu, c'est le surf cool, ouais, sauf que vous avez des panneaux partout qui vous indiquent que vous baignez, c'est à vos risques et périls, parce que la mer est tellement polluée que vous risquez de choper des allergies, des champignons, des trucs comme ça. C'est sympa, ben, c'est logique aussi, c'est des mégalopoles. C'est des mégalopoles avec toutes les conséquences de pollution, de déchets, etc., qui sont balancés dans la mer. Donc forcément, la qualité de l'eau n'est pas à la hauteur. Si vous cherchez aux États-Unis des endroits où vous voulez des super plages, etc., allez plutôt dans l'Oregon, ou allez plutôt en Floride, ou en Alabama, Mississippi, où là encore c'est potable, quoique le golfe du Mexique n'est pas terrible non plus. Donc voilà, je veux dire, ça c'est aussi la réalité. Et ce qui fait d'ailleurs, ce qui explique, et d'ailleurs je referai peut-être une vidéo là-dessus sur l'exode qui est en train de se faire aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire que oui, en effet, on constate qu'il y a une certaines classes sociales de la population américaine qui sont en train de se barrer des grandes villes. Parce que c'est plus possible. Parce que la vie n'est plus stable, la vie n'y est plus possible. Je veux dire, et juste pour la petite anecdote, il faut savoir que par exemple, je crois que c'est vendredi ou samedi dernier, il y a eu une manifestation qui a été organisée à Washington par les BLM et les Antifa contre le gouvernement, contre les autorités des grandes villes, au slogan de si on n'obtient pas ça, sous-entendu les revendications que les BLM et les Antifa ont, eh bien on brûlera les villes. Ça promet. Pourtant Biden est élu. Donc aujourd'hui, quelle est la raison de vouloir manifester? C'est pas, on va pas mettre ça sur la faute de Trump. Il n'est plus au pouvoir, Trump. Même le processus d'empêchement, etc. Et on va repousser, mais on va le faire, mais on va repousser, mais on va le faire. C'est vraiment la démonstration qu'ils sont dans le caca, quoi. Ils savent pas où ils vont, ils savent pas, ils n'ont aucune visibilité. Mais comme on est dans un pays d'apparat, quand on est dans un pays où l'un par an c'est tellement important, donc on en est réduit à raconter des conneries. Et je peux vous dire que sur Internet, il y a des tas de gens qui essaient de conditionner l'opinion pour ne pas que l'opinion puisse se rendre compte qu'ils sont dans la merde. Mais bon, comme partout pareil,
La seule différence, c'est qu'en France, ils essaient de faire croire que, mais ils n'y arrivent pas parce qu'ils sont tellement incompétents que ça se voit. Donc voilà, c'est la géopolitique, la dégradation, on va dire, de l'économie mondiale rajoute encore plus, mais bon, ce n'est qu'une continuité, hein, ce n'est que la succession d'une situation qui perdure depuis ces 30 dernières années, qu'à chaque fois on a essayé de foutre des rustines, qu'on a essayé de boucher les trous de la crise de 2008, etc., mais on n'a jamais résolu le problème. D'où la raison de l'affaire de GameStop qui quand même emmerde vachement plus d'un. Parce que là, c'est quand même des petits qui se sont bien amusés avec les gros. On dit souvent que c'est les gros qui bouffent les petits, mais là, c'est les petits qui ont bouffé les gros. Donc là, attention, alors là, c'est une doctrine qui a été complètement blasphémée sur les marchés. Donc à partir de là, comprenez bien qu'on ne va pas dans le bon sens, qu'on va certainement encore pleurer pour beaucoup de choses, et je ne suis pas très confiant sur la situation. De là à ce qu'il y ait une guerre, il y aura peut-être une nouvelle guerre, j'en sais rien. Que je vous ai dit, moi personnellement, je vois l'Ukraine. L'Ukraine, il commence à remettre de l'huile sur le feu sur l'Ukraine, et c'est pas pour rien. Parce que c'est jouer sur deux tableaux, c'est créer un conflit. Alors ça ne sera pas un conflit direct, ça sera un conflit indirect, comme ça a été avec la Syrie. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est des belligérants qui sont derrière des gens qui vont se faire manipuler, bourrer le bourrichon pour aller taper les gens en face. Puisque là, apparemment, le Donbass, pour l'instant, le Donbass, sont des régions autonomes, mais qui appartiennent toujours à l'Ukraine, mais qui sont, on va dire, en sécession contre le gouvernement et l'autorité ukrainienne de Kiev. Là, on commence à dire qu'il serait peut-être question qu'ils demandent à rejoindre la Russie. Alors là, si le Donbass décide de fusionner ou de demander une intégration au territoire russe, ça risque d'être un gros bordel. Enfin, on verra bien. D'ici là, protégez-vous, portez-vous bien. Je ne parle pas de la Covid dans ces vidéos parce que j'ai des éléments qu'il faut que je complète un petit peu, et on en reparlera parce qu'il y a des chiffres qui commencent à être assez intéressants, même si pour l'instant on n'est qu'à un mois et demi des vaccinations. Je rappelle, le AstraZeneca a été décommandé pour les vaccinations de plus de 65 ans puisqu'il y a un problème, et on a appris, alors là, je vous dis franchement, cette information-là, elle est importante. Le Lancet a publié le rapport du Sputnik, c'est-à-dire le vaccin russe. C'est-à-dire que là, si le Lancet a publié le rapport du Sputnik, ça veut dire qu'il y en a qui commencent à réfléchir, se dire, on n'a peut-être pas des bons résultats sur les AstraZeneca, sur le Moderna et le Pfizer, donc on va se mettre une option pour potentiellement, éventuellement, se rabattre sur le Sputnik. Si dans 6 mois ou dans 3 mois, on n'a pas des résultats très probants qui prouvent que la vaccination fonctionne, à mon avis, il y a de l'option dans l'air. Mais encore une fois, je ferai une autre vidéo pour vous donner un petit peu les chiffres. Même si les chiffres pour l'instant, alors, comme je vous l'ai dit, attention, sur Internet, il y a beaucoup de gens qui focalisent sur les morts, mais le problème c'est que le nombre de morts, alors je crois en Europe, vous en êtes à, je ne sais plus combien, 700, 740, quelque chose comme ça, décès. Mais encore une fois de plus, c'est des décès qui ne sont pas forcément définis comme étant à cause ou provoqués ou conséquences au vaccin ou à la Covid ou des trucs comme ça. Mais c'est le site officiel européen des suivis d'effets secondaires de tous les types de médications qui existent. Je vous donnerai le lien si ça vous intéresse d'aller exploiter là-dedans. Je vous mettrai le lien en bas dans le descriptif. Attention, c'est un peu compliqué, c'est assez technique. C'est très détaillé, mais c'est assez technique. Et je vous donnerai le lien direct sur alors c'est le Pfizer pour l'instant qui est disponible sous une dénomination d'ailleurs qui est assez spécifique technique sur les conséquences. Et vous avez dans ce site et dans une page, un document, vous avez un document, un tableau avec tous les rapports, enfin les rapports
officiels, c'est-à-dire ceux qui ont été faits par des professionnels de la santé sur ce site-là, ça ne veut pas dire qu'il y a tous les gens, ça veut dire qu'il y a peut-être 20 ou 30% de gens déclarés, mais qu'il y a peut-être 70% de gens qui ont des conséquences ou des effets secondaires assez spécifiques, etc., mais qui ne se sont pas déclarés. C'est comme aux États-Unis, on a le même type de site où les gens peuvent, où les professionnels ou des gens peuvent expliquer les effets secondaires qu'ils ont. Mon expérience personnelle, ma femme s'est fait vacciner, première dose, avec le Pfizer. Elle n'a pas été bien pendant une journée. Des maux de tête, patraque. Voilà, elle était un petit peu patraque. Ça n'a duré que même pas une journée, ça a duré quelques heures. Le problème, c'est que ça a duré quelques heures, peut-être à partir de plusieurs heures après qu'elle ait été vaccinée, un petit peu le lendemain, etc. Et après, c'était fini. Elle n'a pas eu de fièvre, elle n'a pas de nausées, elle n'a pas pour l'instant de problème particulier. Et je pense que c'est cette semaine ou la semaine prochaine qu'elle doit avoir sa seconde dose. Donc je vous dirai si ça passe bien, etc. Mais encore une fois de plus, je vous ai dit attention. Pas de panique par rapport aux gens qui sont en train de dramatiser sur des morts, sur des gens qui décèdent parfois le lendemain, le jour d'après de leur vaccination, parce que très souvent, finalement, ces gens-là, on ne donne pas leur pathologie. C'est-à-dire, voilà, tel médecin s'est fait vacciner le lendemain, il décède. Telle personne, 38 ans, chef d'entreprise, s'est fait vacciner, il est décédé le lendemain, crise cardiaque, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si c'est un cause à effet du vaccin ou s'il y avait déjà un problème de santé avant. Connu ou inconnu. Vous voyez, donc j'ai déjà expliqué ça, c'est compliqué. Donc, faut être prudent. Voilà, faut être prudent, faut être réservé, faut être attentif, faut pas être idiot, faut pas tomber dans les pièges, mais raison garder, ne pas faire de plan sur la comète sur les vaccinations. Si vous avez la possibilité d'attendre la vaccination, faites-le. C'est peut-être ce qui est le plus mesuré pour l'instant, pour voir un petit peu l'étendue des choses. Et puis d'ici là, qu'on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, je ne peux que vous souhaiter de vous porter bien et surtout faites attention.